Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier d'être présent et de m'accueillir dans votre région. Je tiens aussi à remercier tous les représentants régionaux qui participent à toutes les rencontres provinciales, que ce soit Vaudembourg, Bouvillon, Vaudgrain, Vaudelet et Bovin de Réforme, votre président qui travaille aussi là, en région. Première présentation, je vais parler, moi, des marchés pour commencer, les volumes. Alors, pour commencer, dans l'augmentation assez grande qui s'est passée dans les productions, dans les viandes, les trois grandes viandes là, en Amérique du Nord, on parle du bœuf, du porc et de la volaille, on parle d'à peu près 15 d'augmentation. C'est quand même là, un assez gros impact. Et presque à part égale, peut-être la volaille a monté un peu plus. Là. Le volume étant en augmentation, ça a un impact direct sur la baisse du prix. Vous voyez que juste là, aux États-Unis, il y a eu 2,7 millions de vaches de boucherie de plus dans les 3 dernières années. 2,7 millions de vaches, c'est à peu près 50 de la production canadienne. Alors, vous comprendrez qu'un autre shot de même, là, puis le Canada pourrait ne pas produire de bœuf et personne ne s'en apercevrait sur la planète. C'est évident que ça a un impact sur les prix. Le prix est un peu à la baisse, surtout dans les viandes, là, viande hachée. Ça a eu une baisse plus grande. Le bœuf de catégorie A, là, le bouvillon comme tel, lui, le marché a baissé, mais pas autant qu'on pensait, surtout si on se base sur les autres viandes. Là, le porc qui a baissé beaucoup. D'habitude, tire le bœuf à la baisse. Là, a quand même moins tiré le bœuf qu'on pensait. Une des raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de développement de marché sur l'Europe. L'Europe, l'Asie. Pas l'Europe, mais l'Asie surtout. On parle de 11 d'augmentation des exportations du bœuf nord-américain vers les pays en développement. Alors ça, c'est très important, considérant qu'il y a eu 5 dans le porc et 2 dans la volaille dans l'exportation. Alors, vous comprendrez que ça a un impact très positif. Maintenant, c'est évident qu'on est toujours à risque d'une récession. Ça fait un bout de temps qu'on parle de récession aux États-Unis, en Amérique, sur la planète même. Et à tous les ans, elle est comme reportée. On espère qu'elle va continuer à l'être ou qu'à un moment donné, ils vont changer de sujet. Là, mais pour le moment, on a toujours cette épée de Damoclès-là sur la tête. Mais c'est important pour nous d'être efficace quand même. La demande reste quand même assez soutenue parce que les prix, malgré tout, pour les viandes rouges de qualité, là, il y a quand même une assez forte demande parce que les prix se sont quand même assez maintenus. Mais il reste quand même là, le fait qu'il y a eu une exportation de 21 vous voyez, 21 d'exportation sur 3 ans, c'est surtout les marchés asiatiques qui ont tiré dessus. Ça a un impact aussi très positif pour nous parce que les Asiatiques ont commencé de plus en plus à consommer des viandes rouges. Avant ça, ils consommaient beaucoup du porc, beaucoup de la volaille, beaucoup du poisson surtout. Bon, puis à part tout le riz puis le végétal, ils s'en viennent de plus en plus en consommation de viande et ça a un impact pour nous. Il y a quand même tous les risques là, de récession. La récession aux États-Unis, que ça fait quoi, 3-4 ans qu'on entend parler d'une récession. Là, hier, j'écoutais, les marchés boursiers sont à la hausse. On ne sait plus là, s'il y aura récession ou quelle sera la hauteur. Mais ça, il faut toujours être prêt à ça. Bon, les guerres commerciales avec notre ami américain, on ne sait jamais nos voisins, notre principal acheteur, notre principal importateur de nos produits. On ne sait jamais, lui, comment il va réagir. Alors, il faut toujours être prêt à ça. Il y a quand même eu 11 d'augmentation d'exportation de bœuf et seulement 5 dans le porc et 2 dans la volaille. Alors, c'est le bœuf qui a quand même eu une plus forte exportation de l'Amérique vers l'Asie. Et ça, c'est important parce que c'est des nouveaux marchés qui se développent. Tantôt, Catherine faisait un commentaire sur la rhabdopamine, par exemple. Bien, nous, au Canada, au Québec, on était capable de certifier des producteurs. On a des abattoirs qui se développent des marchés, justement, sur des marchés asiatiques. Et ça, c'est très important parce qu'on peut, à la limite, avec le temps, aller chercher des primes sur des produits comme ça. Et ça, c'est très important.
La prochaine acétate, on voit là, que la demande est quand même bonne, même si les volumes ont augmenté. Et ça, bien, on voit un peu la consommation canadienne a diminué per capita. Bon, ce qu'on entend, c'est qu'aux États-Unis, là, dernièrement, la consommation de viande a augmenté. Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. Le monde a plus d'argent dans leur poche. Alors, quand ils ont de l'argent, ils consomment de la viande. Il y a des commentaires d'arrêter d'en manger, mais c'est pas tout le monde qui semble écouter ça. Et de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, les marchés d'exportation sont de plus en plus attrayants. Puis je dis tout le temps, l'Amérique du Nord, là, Canada, États-Unis, là, on parle à peu près 400-425 millions d'habitants. Ça, c'est Canada, États-Unis. La Chine, eux autres, sont 1,3-1,4 milliards. Puis après ça, on prend l'Asie, pas l'Asie, mais l'Inde, c'est à peu près la même gang. Ça fait que c'est à peu près 3 milliards d'habitants à l'autre bord, là-bas. Et ce que j'ai déjà eu comme conférence, là, plusieurs années, on parle de 5-6 ans peut-être, il disait qu'en Chine, il y avait à peu près 400 millions de riches. Riches, là, c'est en haut de la moyenne. C'est plus que toute la population américaine au complet, là. Fait que ça, on se dit tout le temps, il faut essayer de se placer sur ces marchés-là. Les États-Unis essaient, nous aussi. Et là, je vous amène sur les ententes Canada, toutes les ententes qu'il y a eu dans les dernières années. Vous voyez que l'entente Canada-États-Unis, bon, qui vient d'être signée, pour le moment, n'a pas vraiment d'impact parce que c'est une entente qui a été, ils se sont entendus, mais pas encore signée. Alors, le fait qu'elle n'est pas signée, pour le moment, elle ne s'applique pas. C'est encore l'ALENA qui s'applique. Là, on ne sait pas si elle va se signer, quand elle va se signer. On comprend que M. Trump travaille plus pour essayer de faire son mur que de finaliser certaines ententes. On les laisse aller. Nous, de toute façon, ça ne nous nuit pas pour le moment. Et de toute façon, pour le bovin, il n'y avait pas de gain. C'est les productions laitières qui sont plus perdantes là, dans cette entente-là. Le PTGP qui appelle, PTGP, lui, c'est l'entente partenariat transpacifique. Les Américains s'en sont retirés. Et les Américains, en s'en retirant, ils restent avec une taxe, eux, de 38,5 %. Nous, le Canada, on est encore signataire de ça et on est en baisse de taxes. On est à 26, 27 % pour le moment, mais dans 15 ans, on va être à 9 %. Alors, 9 % versus les Américains, si eux autres décidaient de ne pas la signer, on peut présumer qu'ils peuvent prendre une entente bilatérale à moyen terme, là, mais pour le moment, elle n'est pas là. Alors, on a un avantage sur eux. Alors, nos vendeurs de viande canadiens et américains, eux, on a là actuellement un avantage sur les Américains. Vous comprendrez que c'est les mêmes abattoirs, là. Ceux qui abattent aux États-Unis abattent aussi au Canada, là. Et ils ont avantage à garder des plants au Canada et aux États-Unis, justement pour des marchés différents. Parce que Cargill Canada vende en Chine, il peut le faire, mais peut-être qu'il ne peut pas vendre s'il est aux États-Unis. Alors ça, pour nous, c'est une sécurité que les plans d'abattage vont rester encore quelques années, en tout cas au Québec. Au Canada, pas au Québec. Là, vous comprendrez qu'au Québec, il n'y a pas assez de volume pour fournir ces gros plans-là. Et il y a l'entente Union européenne. L'entente Union européenne, bon, on le sait que la production sous gestion de l'offre a été impactée plus grandement. Les fromages commencent à rentrer. Nous, dans les viandes, c'est le veau qui est le plus impacté. Et pourquoi? Bon, il y a différentes raisons. Une, entre autres, c'est que les Hollandais, c'est des très gros producteurs et c'est des très gros exportateurs. Souvent, pour exporter, tu peux vendre à perte ou tu peux vendre au cost. Tu peux faire du dumping pour essayer de planter nos marchés. On sait que le Québec est le plus gros producteur de veau en Amérique du Nord. C'est nous qui faisons la plus grosse production de veau, que ce soit du veau de grain ou du veau de lait. Mais on est un très petit joueur quand même sur le mondial. Il y a à peu près 3 millions de veaux, là, ce qu'on me dit, là, qui se fait en Europe, autant la Hollande que la France et les pays-là. Et ils peuvent venir nous domper du veau. Ils ont vu quand même que le Québec est à peu près 3 kilos per capita de consommation dans le veau. Le reste de l'Amérique du Nord est beaucoup plus bas que ça. C'est le Québec le plus gros consommateur. Alors, c'est important pour nous d'être capable de compétitionner sur ces marchés-là et c'est pour ça qu'on a du travail qui se fait justement avec le gouvernement fédéral. Les résultats ne sont pas encore à notre souhait, mais on voudrait que minimalement que les exigences sur les produits soient les mêmes parce que quand on veut exporter, nous autres, du bœuf,
En Europe, par exemple, une des problématiques qu'on a une entente. On peut exporter, sauf qu'ils refusent notre façon de laver la viande. Nous, les abattoirs nord-américains utilisent un acide pour s'assurer qu'il ne reste pas de colis sur la viande. Mais les Européens ont mis un critère. Nous, si tu utilises ça, tu ne peux pas rentrer chez nous. On a une entente qui permet de rentrer de la viande, mais ils mettent une barrière qu'on appelle, entre parenthèses, non tarifaire. Nos gouvernements ne se sont pas entendus sur ce point-là avant de signer l'entente. Et vous comprendrez qu'après que l'entente est signée, bien, c'est eux qui décident. Ça a un impact. C'est évident qu'ils rendent de la viande de d'autres pays aussi, mais on essaie d'être le plus... avec nos gouvernements, on travaille pour essayer d'avoir des critères le plus équitables possible, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps, parce que vous savez, quand tu es un Canadien avec 40 millions, tu es un gouvernement canadien avec 40 millions d'habitants et que tu as un marché potentiel de 500-600 millions d'habitants, les ententes se signent, puis tu essaies de faire miroiter à ton monde qu'on va avoir un bon marché, mais en même temps, il n'y a pas juste des habitants, là-bas, il y a aussi des producteurs, et eux aussi, ils veulent exporter. Alors, on a à se battre contre ça. La sécurité du revenu, ça, c'est tous les dossiers ASRA et Agri, mettez-en. Il y a eu quand même quelques gains là, en 2018, que ce soit la réintégration des contributions de promotion et recherche, avec certaines règles, mais on devrait être capable d'avoir la majorité de nos prélevés de promotion et recherche acceptés là-dedans. La décision est applicable à partir du 1er janvier 2019. Ça veut dire qu'actuellement, les investissements que les producteurs font en promotion et en recherche sous les régimes ASRA sont mis dans les calculs. Il y a l'abolition des plafonds du 3 fois le modèle. Nous, les productions qui étaient le plus impactées, on avait quelques producteurs de veaux, mais les producteurs de bouvillons étaient impactés avec le 3 fois le modèle, là, dépasser 4 000 bœufs, 4 000, 4 200 bœufs, tu avais une pénalité. Là, elle est partie, elle n'est plus admissible, elle n'est plus appliquée. Et dans le veau d'embauche, on avait pour les producteurs de 350 vaches et plus une pénalité aussi qui nous nuisait beaucoup pour pouvoir prendre l'expansion parce que moi, ma lecture, c'est que très peu de nouveaux producteurs dans le bouvillon d'abattage vont pouvoir démarrer. C'est une production qui exige beaucoup de fonds de roulement, beaucoup de liquidité ou de très bonne marge de crédit. Et vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui peut démarrer dans une production avec autant d'argent que ça prend pour partir la roue. Et ça prend de la confiance des banquiers en premier dans ces dossiers-là. Dans le veau d'embauche, on a plus de facilité à démarrer dans les régions un peu où les terres sont un peu moins dispendieuses, peuvent se permettre ça. On a des nouvelles demandes et des demandes qui sont en collaboration avec l'UPA. Le salaire d'ouvrier spécialisé en est une, là, le salaire de l'exploitant en est une qu'on a demandé depuis belle lurette. Mais à partir de décembre 2018, le Conseil d'administration de la financière a pris comme décision de mandater le CA-CPA de faire une enquête, le Centre d'études sur les coûts de production, de refaire une enquête justement à savoir est-ce que notre étalon qu'on utilisait pour le salaire d'ouvrier spécialisé est encore bon et on verra comment ça va finir. On va avoir un comité là, où l'UPA va avoir un représentant sur ce comité-là, justement pour s'assurer que les paramètres pour le salaire d'ouvrier spécialisé vont être corrects. Et on pense que là, il y a beaucoup d'argent, bien beaucoup. Il y a de l'argent qui pourrait, si le salaire était réajusté, pourrait être réinvesti sur les fermes en augmentant le salaire. Ça fait augmenter le coût de production, alors ça a un impact sur l'ASRA comme tel. C'est évident que les agris aussi, on a une problématique sur la façon dont les agris sont appliqués. On voudrait qu'il y ait des ajustements de fait sur les fermes qui ont des problématiques particulières. On voudrait que les agris ne soient pas toutes coupés dans l'ASRA, là. Il y a aussi là, une demande spécifique des PBQ. On travaille là-dessus justement hier, pas hier, avant-hier, il y a eu une rencontre à la financière où les gens du Bouvillon, là, les représentants du comité coût de production Bouvillon avec les personnels à la Fédération ont rencontré la financière pour essayer de trouver des solutions justement sur le dossier de la volatilité des prix qu'on appelle. C'est que des grosses variations de prix dans la même année qui font que nos entreprises de Bouvillon, souvent, ont de la difficulté à ce que le risque soit acceptable pour
vous savez, si tu achètes des veaux d'embauche à 1800$, 1500$, mais que dans la même année, le marché plante, ça peut arriver que tu arrives à la fin de l'année avec une grosse perte dû au fait que moi, ce qu'on me dit, là, puis j'en fais pas de bouvillon, mais ce qu'on me dit, ça prend aux alentours de 700$ entre l'achat et la vente pour que tu puisses boucler. Le prix que tu le payes, c'est plus ou moins important. C'est l'écart entre les deux qui est important. C'est le 700$ à peu près. Là, écoutez, fait que si tu n'as pas cet écart-là, bien là, tu peux, si tu as acheté pour 5 millions de veaux et que ton marché plante de 20 ça a un impact assez majeur sur les liquidités de l'entreprise. Et on sait qu'on a des entreprises, il y en a qui ont plusieurs années, et c'est pour ça, tantôt, je vous disais que très peu de nouvelles entreprises peuvent démarrer justement à cause de ça. Il y a un travail qui se fait là-dessus. La solution n'est pas facile à trouver, mais les représentants du Bouvillon se sont nommés des personnes pour justement essayer de trouver une solution en collaboration avec la Fédération là-dessus. Et la financière puis le MAPAC sont sur ces tables-là. Tantôt, M. Ménard vous en a parlé un peu, la campagne média. On a comme fédération, on s'est impliqué depuis quelques années justement pour se faire connaître un peu plus parce que la production bovine n'était pas connue ou était connue comme une, pour certains fonctionnaires ou les députés, comme une production de quêteux, qu'on peut dire, une production qui était jamais rentable. Mais dans la vraie vie, c'est une production qui, même s'il y a certaines aides gouvernementales, elle est très rentable pour le gouvernement en activité économique, en occupation du territoire, en entretenant le paysage. Il faut lier à l'agriculture qu'on fait, production bovine entre autres, toute l'activité économique ou l'activité touristique qui fait que le fait que les terrains sont bien entretenus parce qu'il y a des animaux au pâturage, mettez-en, ça a un impact sur d'autres activités économiques qu'on a de la difficulté comme gouvernement ou comme citoyen, entre autres, à faire le lien. Mais demain matin, si on arrête l'activité économique ou l'agriculture dans certaines régions du Québec, il n'y aura plus de touristes qui vont se rendre là assez rapidement. Juste voir de la branchade, il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à ça. Alors, on a travaillé avec les régions se sont impliquées. Votre président vous en a parlé tantôt dans votre région, mais dans d'autres régions de la province, la même chose s'est faite. Et on s'est très bien fait connaître et aujourd'hui, on a moins de difficultés à parler à nos représentants politiques dû au fait qu'on est plus connus. Puis vous comprendrez qu'on avait travaillé avec l'opposition dans le passé. L'opposition, aujourd'hui, est rendue au pouvoir. Fait que là, bien, on ne peut pas dire qu'ils ne nous connaissent pas. Là. On a un travail à faire pour continuer à se faire connaître avec eux. Vous voyez un peu, il y a eu une portée médiatique quand même, là, selon les sondages et de la façon de calculer ça, que ce n'est pas dans mon domaine, mais ça a eu une portée médiatique, à ce qu'on nous dit, quand même très, très bonne pour la production bovine. Alors, ça, c'est très bien pour nous. On a rencontré le ministre, moi, comme avec mon directeur général, le 3 décembre, là, me semble que c'est le 3 décembre, oui, avant l'Assemblée générale, avant le Congrès, on a eu une rencontre avec le ministre. Vous comprendrez qu'il venait de rentrer en poste, c'était pour se faire connaître. Une bonne discussion. C'est souvent les sous-ministres ou ces attachés politiques là, qui font une partie du travail. On dit tout le temps qu'il faut rencontrer le ministre parce que c'est lui qui décide. Si on n'a pas réussi à convaincre les hauts fonctionnaires et le ministre, là, ça va être difficile de le faire avancer. On a beaucoup de travail à faire, bien plus avec les hauts fonctionnaires pour justement vendre notre production, faire connaître notre production. Par la suite, le ministre, il va mettre pas un rubber stamping, il va l'analyser, il va prendre le temps, mais au moins, il est conseillé positivement. Si le ministre, il y a des sous-ministres ou des hauts fonctionnaires qui lui disent « touche pas à ça », ça va être difficile de faire avancer nos dossiers. Alors, il faut le travailler correctement. Ça fait partie de notre job et ça, on le fait le plus possible. Les régions ont fait aussi, là, on voit des photos, là, des rencontres qu'il y a eu avec d'autres hauts fonctionnaires. En ce qui concerne le ministre, on a là, le 14 mars, c'est dans pas long, le ministre nous a invités là, comme fédération et on avait rencontré avec l'ancien ministre lors de son fameux sommet sur l'agriculture et les suites à donner à ça. On avait rencontré en collaboration avec l'Agneau et Mouton, on avait des abattoirs qui étaient avec nous, l'industrie était avec nous. Et ce qu'on m'a dit, c'est que pas la même, mais une suite à cette rencontre-là devrait avoir lieu le 14 de mars. Vous comprendrez que ce n'est pas nous qui décidons de la date, mais on va s'organiser pour être présents.
L'implication sur le plan canadien, la Fédération s'implique de plus en plus sur le plan canadien. Pourquoi? C'est parce qu'on comprend que le Québec, on est un petit joueur, surtout dans les viandes, sur le marché mondial. Il y a des salons sur l'agriculture. Ils vont essayer de promouvoir la viande canadienne. Ils font des vidéos, les prairies de l'Ouest, les Rocheuses. Et ça, c'est vendeur, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut être vendeur pour certains citoyens sur la planète. Alors, on utilise et on est partenaire de Canada Beef. Table ronde sur la chaîne de valeur du bœuf. Bon, on a aussi un représentant qui est Philippe Alain et Catherine, qui est notre employé là, à la Fédération, qui est au Bouvillon d'abattage et aussi à la Fédération, sont nos représentants sur ces tables-là. Table ronde sur le bœuf, c'est des discussions qu'on a. L'identification canadienne, l'ACIB, notre représentant, c'est Sylvain Bourque. Sylvain Bourque qui suit ces dossiers-là. C'est toute l'identification. Nous, au Canada, au Québec, ça fait 20-25 ans qu'on est identifié. Le Canada est encore en balbutiement là-dedans. Ils ont de l'identification, mais elle n'est pas suivie autant que la nôtre. Et ils sont essayés de trouver une façon de s'entendre, le Canada-Québec, justement pour avoir une identification canadienne qui est plus fiable. Et en ce qui concerne l'Agence du classement du bétail, du bœuf, bon, c'est Michel Daigle, votre représentant régional, qui suit les dossiers-là, avec encore une fois Catherine. VBP, tantôt on a parlé un peu, là, les bovins de qualité, les produits de la plus pour essayer d'avoir comme dans le lait, des programmes de qualité pour nos bovins. On l'a dans le veau. Les veaux sont très avancés là-dedans. Et dans le bovin, on n'avait pas de programme de certification. Et pourquoi on travaille là-dessus? C'est pas compliqué. C'est qu'on aime mieux le faire avant que les autres le fassent pour nous autres puis qu'on se le fasse imposer. VBP, là, semble acceptable dans la façon de travailler. C'est un programme qui est pan-canadien. Et on est sur ces tables-là, justement. C'est Jean-Marc Paradis. Jean-Marc Paradis, qui était votre représentant régional, là, j'ai cru comprendre qu'il avait sauté avec la clôture. Il est rendu dans l'Ouest, Montérégie-Ouest, mais ça ne change rien, nous, au bovin, là. C'est Jean-Marc qui suit les dossiers canadiens. On a créé un sous-comité à la Fédération où les représentants Veau-d'Embauche sont aussi sur cette table-là. On a le président du Veau-d'Embauche, qui est Jean-Thomas Maltais. On a Gilles Meuret, un gars du Lac-Saint-Jean, qui est aussi VBP, lui, dans le Veau-d'Embauche. Et c'est Nathalie Côté à la Fédération qui suit ces dossiers-là. Et c'est Jean-Marc là, qui nous fait le suivi canadien. On a aussi, comme dernière table où on est présent, Canadian Cattlemen. C'est très gros, la Canadian Cattlemen, c'est très politique. Eux, ils font des suivis souvent avec le gouvernement fédéral pour faire avancer les dossiers plus politiques. Et on est membre avec eux parce qu'ils ont une force politique plus grande que le Québec au fédéral peut avoir. Alors, on travaille en collaboration avec eux. Et eux sont très contents qu'on ait accepté de redevenir membre de Canadian Cattlemen parce que ça leur donne encore plus de force politiquement le fait que le Québec est avec eux parce que là, ils représentent 100 des producteurs canadiens politiquement. Bon, communication et vie associative, là, bon, c'est un mot pour enlever syndical. Là, vous comprendrez qu'on essaie d'être plus dans l'associativité que de la syndicale, parce que ce n'est pas vraiment du syndicalisme qu'on fait. On travaille, nous, pour le bien-être de nos producteurs et le bien-être de la production comme telle. On a mis en plan un plan d'action pour, justement, sur 2 ans, pour se faire connaître par nos producteurs en premier. Les vidéos qu'on fait aujourd'hui, qu'on a faites le plus dans la dernière année, c'est justement qu'on va mettre ces informations-là qu'on vous donne aujourd'hui sur les médias sociaux, sur YouTube, à la Fédération, sur notre site, justement pour que les producteurs qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui puissent avoir accès à de l'information parce que de plus en plus, nos producteurs sont occupés à la ferme et la nouvelle génération, tantôt on l'a dit, là, ils prennent leur information sur les médias sociaux. Alors, on n'a pas le choix, nous, d'être présents sur ces médias-là, justement pour faire connaître ce qu'on fait puis faire comprendre à nos producteurs le travail qui est fait. Puis des fois, on s'en occupe de la production, même si pour eux, là, ils ne le voient pas nécessairement. C'est évident qu'en collaboration avec les autres groupes là, agricoles, on essaie de faire valoir ou d'être plus présent.
Communication, encore une fois, encourager la participation aux assemblées. Comme vous pouvez voir, on a trouvé quelques façons. Au Bas-Saint-Laurent, on l'a essayé justement cette semaine, puis ça a quand même assez bien répondu, là. La région est extrêmement grande. On parle de 300 quelques kilomètres, coast to coast, là. Vous comprendrez qu'à partir de le bout de la région pour aller à une réunion, des fois, tu dis « je vais laisser faire ». On a fait deux endroits, dans 2 hôtels, avec des vidéos, et les producteurs ont participé. Et ce qu'on a eu comme commentaire, là, ça a été très positif. Le fait de le faire dans 2 salles pour éviter que les producteurs se tapent un 100-150 km pour aller à une assemblée, là. Comme je vous dis, ça va être sur les médias sociaux, sur YouTube et sur notre site à la Fédération pour que les producteurs puissent, par la suite, avoir l'information. Alors, même que les producteurs qui étaient à distance pouvaient voter, là, c'était comme s'ils avaient été dans la salle. On l'a travaillé de cette façon-là. C'est évident que ça a un certain coût, mais si nos producteurs sont présents dans les réunions et qu'ils puissent avoir l'information, c'est ce qu'on souhaite en premier. On a à travailler avec comme on dit, là, une synergie, conseil d'administration et les comités mis en marché. On va avoir là, en mars une rencontre avec la Fédération et les comités mis en marché, justement, pour parler un peu plus de tout ce qu'on fait ensemble et comment on peut être encore plus en synergie ensemble. Dossier veau, je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'ont entendu parler. Puis on a eu en 2018 là, une petite période un peu plus difficile avec la Fédération et les producteurs de veaux. Il y avait du mécontentement. Vous savez, je dis tout le temps, moi, comme président, j'ai de l'information sur les dossiers, puis je pense que tout le monde l'a, là, mais dans la vraie vie, il faut justement prendre le temps de se parler entre groupes, entre producteurs. Et ça fait partie des choses, pourquoi que la semaine en mars, là, on va faire une rencontre de tous les comités, justement pour bien comprendre tout ce qu'un fait puis ce que l'autre fait pour éviter des problématiques qu'on a vécues. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas encore, mais des fois, quand on a un petit problème, il est mieux d'en parler plus vite que d'attendre que la bulle éclate puis qu'après ça, ce soit plus réconciliable. On a avancé en 2018, on a fait des comités de discussion. Je pense qu'on a réglé une très grande partie du dossier. Il reste encore quelques points. On devrait s'entendre dans les prochains mois. Ce qu'on s'est entendu, c'est qu'à la fin 2019, là, tout devrait être réglé pour que, en ce qui concerne la façon d'élire les administrateurs à l'exécutif et ainsi de suite, soit réglé. C'est évident que ce qui va être fait pour régler les problèmes qu'on avait dans le veau, là, les mêmes critères vont s'appliquer à tous nos groupes à l'intérieur de la Fédération. Alors, maintenant, on a une planification stratégique. Tantôt, Catherine a parlé un peu du dossier du ministère de l'Agriculture, tout ce qui s'appelle le plan là, sur les 5 prochaines années. C'est évident qu'on doit s'inscrire là-dedans. Les planifications stratégiques, ça fait partie du travail qu'on doit faire comme organisation, justement, parce que si on veut avoir des appuis gouvernementaux, peu importe laquelle, le gouvernement, première question qu'il nous pose, c'est quoi votre avenir? Comment vous voyez vos 4, 5, 6 prochaines années? Et de faire une planification stratégique nous permet justement d'aller dans le sens de ce que le gouvernement veut comme investissement. Si on est capable de lui dire que nous, on veut augmenter la production et qu'on veut le faire, en parenthèse, le plus écologiquement possible, tout en respectant la rentabilité des entreprises, ou bien il faut que le gouvernement appuie plus profond, plus monétairement. Bien, ça fait aussi partie du travail qu'on a à faire avec le gouvernement, mais surtout entre nous pour commencer. Et ce qui est très intéressant dans ce dossier-là, c'est que nos partenaires d'affaires, qu'on parle, nous, les producteurs entre nous, c'est une chose, mais qu'on ait réussi à aller chercher nos acheteurs, nos maisons d'encamp, embarqués dans la planification stratégique. Vous savez, dans le dossier du bœuf comme tel, Cargill a accepté de s'asseoir à la table. C'est pas peu dire, là. Ils ne font pas ça pour nous faire plaisir. Vous comprendrez qu'ils n'ont pas... Ça ne fait pas partie de leur souci, là, quand ils se couchent le soir, de faire plaisir aux producteurs de bovins du Québec. Mais si, par exemple, ils ont besoin d'un produit et qu'ils nous demandent un produit spécifique, bien là, peut-être que d'être assis à la table peut permettre justement que nous, comme producteurs du Québec, organisés comme on est avec nos producteurs, qu'on pourrait peut-être leur fournir un produit spécifique plus facilement, puis leur garantir surtout, avec nos programmes de qualité, peut-être un produit plus facilement que dans d'autres régions du Canada.
Bien-être, la biosécurité, bien-être et santé des animaux. Bon, c'est évident que ça aussi, c'est un dossier qu'on doit suivre. On doit suivre de près. Justement, les programmes de qualité qu'on a parlé tantôt, VBP, plus qu'on va avoir de producteurs certifiés VBP, plus qu'on va avoir de crédibilité auprès des consommateurs, parce que la production bovine et surtout l'agro bovin, parce que le veau est très avancé. Là, le veau de grain va être en 2020... 2020 va avoir sa certification est obligatoire. Dans le veau, une bonne partie des producteurs de veau sont déjà certifiés qualité et ils s'en vont là-dessus. Il n'est pas obligatoire pour le moment, mais je pense qu'avec le temps, ça va avancer. On participe à plusieurs, on s'implique à la réalisation d'un guide. On a fait l'établissement potentiel de toute la filière au complet, doit s'impliquer. Et, vous avez tantôt, on a parlé là, le comité filière bovine, candidature à un prix coup de chapeau. Là. On n'a pas nécessairement... C'est des dossiers qui sont importants pour nous. Encore une fois, sur le programme d'aide aux investissements du MAPAC annoncé, on a des producteurs qui ont appliqué au programme. On parle dans la production bovine de 384. Là, ça, c'est au moment où on a écrit ces lignes-là, 2, quelques millions de dollars d'investissement, qui n'est pas tout rentré sur les fermes, mais qui a été consenti là, pour le moment. Les producteurs de veaux sont en transformation beaucoup dans leurs bâtiments parce qu'il y avait du veau attaché. Puis là, les normes qui se sont données pour être capables de commercialiser leur veau doivent être en parquet. Alors, il y a des modifications de bâtiments et c'est des investissements majeurs. Et la production, avec tout ce qui s'est passé, a eu besoin d'un support gouvernemental. De toute façon, il est là pour toutes les productions. On a demande de reconduire le programme. On a aussi certains équipements qui ne sont pas admissibles et on demande l'admissibilité, justement, à certains équipements qui peuvent être mobiles, mais qui sont très bien pour le bien-être animal parce qu'on a des productions en bâtiment, production laitière, production veau et plus en bâtiment. La production bouvillon est en bâtiment avec... aurait besoin peut-être de certains équipements, mais souvent, ça peut être des équipements mobiles pour améliorer le bien-être. Si on parle du veau d'embauche, exemple, un brise-vent mobile ou non, un hache-paille pourrait permettre d'améliorer le bien-être et le confort des animaux, puis surtout, en même temps, tu protèges l'environnement dû au fait que tu mets un matelas de paille plus régulièrement. C'est un travail qu'on fait avec le gouvernement. On espère qu'ils vont embarquer là-dedans. Santé animale, campagne PISAC. Le gouvernement, il y avait le programme ASAC. On a pris une partie des sommes pour faire un programme PISAC qui appelle ce programme-là, c'est que chaque producteur bovin, dans le laitier, tu peux le faire, tu appelles ton vétérinaire, tu vas avoir 3 heures de consultation gratuite. Dans le veau d'embauche, la même chose. On a embarqué, le comité veau d'embauche s'est assis avec le MAPAC pour voir quels sont les critères, quelles sont les choses qu'ils demanderaient. Et, exemple, comment bien administrer le colostrum, tous les protocoles de vaccination pour améliorer la qualité des produits, justement pour éviter... souvent, c'est du préventif pour éviter le curatif. Et le curatif coûte beaucoup plus cher. Et si on peut améliorer la qualité du veau en partant, c'est souvent mieux que de le réparer après qu'il est brisé, comme on dit. Bon, les programmes VBP, je ne rentrais pas trop là-dedans. Je pense que Catherine en a fait un bon bout tantôt. Là, puis je n'ai refait un bout à travers du reste. Vous voyez qu'on a de l'amélioration à faire. Dans le veau d'embauche, là, Nathalie Côté, qui s'occupe de tous les programmes de qualité, travaille très fort, justement. Et dans toutes les promotions qu'on a faites dans les assemblées générales, là, ça s'enligne pour avoir un 30, 40, 50 producteurs là, dans 2019 là, qui vont participer aux journées de formation là-dessus. Et on espère avoir peut-être, là, dans les années à venir, là, un très gros pourcentage de la production, parce que dans le bouvillon, on a un très bon pourcentage là, du produit. On parle de 56 de la production qui est certifiée, et ça s'en va en augmentant. Dans le veau d'embauche, on n'a que 2. Là, on n'avait que 2. Là, ce que j'ai su, c'est qu'on en avait 4-5. Il y en a plus là, qui commencent à rentrer. Et dans le veau, bien, comme je vous ai dit tantôt, là, ça s'en vient. Là. Les 2 veaux, là, eux, là, vont devenir certifiés assez rapidement. Une chose que je n'ai pas dite là, dans toutes avant d'aller dans les questions, tantôt on a parlé, là, vous savez, des commentaires sur le bœuf, c'est un pollueur, le bœuf qu'on fait des gaz à effet de serre, le bœuf, ça prend 1500 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande. Là. Écoutez, c'est
c'est des études qui, dans mon livre à moi, là, sont très... en tout cas, j'aurais pu en faire des aussi bonnes, d'après moi. D'estimer qu'il tombe tant de litres d'eau dans un champ cette année, puis que tout calculer l'eau pour faire pousser le fourrage. Tu sais, chez nous, il y a 6 pieds de neige, là. Mais qu'à fond, c'est pas vrai qu'elle va tout servir pour faire pousser le gazon, là. Ça peut arriver qu'il en coule un peu d'un cours d'eau. Eux, ils prennent le calcul de tout ce eau-là au complet, puis ils mettent 100 kilos de viande. C'est comme ridicule. En même temps, on a un travail là, que nous, avec l'UPA, on a, et Canadian Cattlemen, justement, on collabore avec eux, justement, pour avoir de la recherche et des études qui sont beaucoup plus réalistes pour justement être capable de démentir certaines choses qui se disent sur les médias sociaux, entre autres. Et tantôt, on a parlé un peu des médias standards, là, que ce soit Radio-Canada, TVA ou les journaux. Si ça ne vend pas de gazette, c'est pas bon. C'est pas compliqué. Fait qu'il faut que ça frappe. Si tu as une bonne nouvelle, c'est pas vendeur. Ça prend des mauvaises nouvelles. Il faut que tu fasses peur au monde. Et on aime faire peur au monde. Nous, dans la production bovine, quand les bovins sont au pâturage, 50 de leur temps, à peu près, et qui consomment des fourrages où on ne laboure pas le sol, on travaille, on n'a aucune... à toutes les fois qu'on laboure le sol, vous le savez, on fait dégager des gaz à effet de serre. On libère du carbone. Quand, dans les prairies, il y a des places sur la planète où les bovins sont en pâturage, mais il n'y a jamais eu de travail de sol. C'est que capter du carbone. Et quand la plante, si elle n'est pas consommée par le bovin, elle va pourrir et elle va dégager des gaz à effet de serre. Alors, de faire une étude que l'animal rote puis il pète, puis c'est à cause de ça qu'il y a des gaz à effet de serre, mais tu n'as pas fait tout le bout avant qui fait le calcul complet de c'est quoi l'impact. Puis de l'eau, je vous l'ai déjà dit, je vais le redire, le cycle de l'eau, là, on apprenait ça en 4e année, puis l'eau, elle fait le tour. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Parce qu'à 1500 litres d'eau par kilo de viande, il n'y a plus d'eau sur la terre, ça fait un maudit bout de temps. Là. Tu sais, ça peut pas. Tu ne peux pas consommer de l'eau tout le temps puis jamais en manquer. Là. Tu sais, elle retourne cette eau-là. Là. Fait que sur un hectare de terre, probablement qu'il y a 5 de l'eau qui est utilisée pour faire produire la plante, puis le restant s'en va dans la nappe phréatique, puis il est utilisé dans la nappe. Même affaire que de faire, je n'ai rien contre les végétaux, là, mais souvent, où on produit des amandes, par exemple, pour venir compenser la protéine animale, ces amandes-là sont irriguées pratiquement à l'année, là, que ce soit en Californie ou ailleurs. Bon, ça pollue peut-être pas, mais je ne suis pas sûr que tu n'utilises pas autant d'eau et tu prends ces amandes-là et tu alimentes. Moi, là-dessus, je pense que ce qu'on a besoin, c'est des études qui vont rassurer nos consommateurs parce que là, ils sont en train de se faire compter toutes sortes d'histoires par des minuscules groupes qui font peur au monde. Et la peur, ça marche bien. Alors, nous, ce qu'il faut faire, c'est d'amener d'autres études qui disent la vraie vie. Puis, les terres agricoles, on les cultive depuis des siècles. Est aussi productive, sinon plus qu'elle était avant. La matière organique est aussi bonne qu'elle était avant. Alors, moi, je considère que de la façon qu'on cultive aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est fait correctement. Puis si ce n'est pas correct, qu'ils nous donnent d'autres solutions. Si on est capable de trouver... Moi, je ne suis pas un amateur de pesticides. S'ils sont capables de trouver d'autres choses qui font le job, on va le faire, moi. Mais moi, il faut vivre. Un critère, c'est que nos producteurs ont besoin d'une rentabilité. Je ne sais pas si ça fait le tour, mais moi, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je suis là pour ça.